seniors et juniors, nous souhaitons la bienvenue au professeur Guichard, qui a bien voulu accepter de présenter son dernier livre par la main des femmes. Et je tiens à remercier la Bibliothèque nationale qui a bien voulu accepter d'organiser cette cérémonie ici même, surtout qu'à la fac, nous sommes en plein dans les examens. Et je tiens à dire que l'ABN inaugure aujourd'hui la diffusion des conférences en direct. Donc c'est le premier essai qu'on va faire sur la page Facebook de la Bibliothèque nationale. Donc, je laisse la parole à Madame Chapoutot pour présenter le professeur Guichard. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi de présenter Monsieur le professeur Pierre Guichard, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est venu souvent dans nos activités du laboratoire. Et lorsque j'ai appris qu'il allait publier ce livre, je n'ai pensé qu'à une chose, à le faire venir. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, au cours de tous ses voyages en Tunisie, Pierre Guichard s'est montré passionné pour tout ce qui était céramique, poterie, et dans les souks, régulièrement, on allait dans les meilleurs endroits, bien entendu, et il était tout le temps tenté d'acheter, d'emporter, et parfois, justement, ces objets étaient fort lourds, ce qui fait qu'après, il avait des scrupules, finalement, pour les prendre. Mais je connais cette passion de Pierre Guichard depuis très longtemps. Il faut savoir que Pierre Guichard, qui est professeur émérite de l'Université de Lyon 2, et en même temps l'ancien directeur de l'UMR 56-48, consacré à l'histoire et l'archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, est avant tout spécialiste de l'Andalousie médiévale. Il a fait un livre qui reste un modèle pour nous tous, c'était sa thèse et elle est très importante, c'est Structure sociale orientale et occidentale dans l'Espagne musulmane, qui est publié en 1977. Il a publié après un autre ouvrage très important en 2 volumes, Les châteaux ruraux d'Al-Andalus, histoire et archéologie des Housoum du sud-est de l'Espagne, en collaboration avec un de ses amis de toujours, c'est André Bazana, il en parlera tout à l'heure d'ailleurs au cours de sa conférence, et Patrice Cressier, que nous connaissons également. Il a publié également Les musulmans de Valence et la reconquête au XIIe siècle, Du parchemin au papier, comprendre le XIIIe siècle dans les mélanges offerts à Marie-Thérèse Lorcin. Il a collaboré à ce très bel ouvrage publié dans la collection Nouvelle Clio sous la direction de Jean-Claude Garcin qui s'appelle État, société et culture dans le monde musulman médiéval, paru en 3 volumes entre 1995 et 2000. Il a également publié un petit livre qui a été réédité d'ailleurs à l'occasion d'une question d'agrégation qui s'appelle Espagne et Sicile musulmane au XIe et XIIe siècle. Relations des pays d'islam avec le monde latin, également dans ce cadre-là. Un livre généraliste très utile sur l'histoire de l'Andalousie qui s'appelle Al-Andalus 711-1492. De la conquête arabe à la reconquête, grandeur et fragilité d'Al-Andalus, Grenade 2002. Le royaume des Taïfas, les débuts du monde musulman, 7e, 10e siècle, c'est la réédition de l'ancien livre dirigé par le regretté Robert Mantran, et qui a été, c'est bien Robert Mantran, je ne me trompe pas, oui, et qui a été réédité cette fois-ci avec la collaboration de notre regretté collègue Thierry Bianchi, Mathieu Tillet
Pierre Guichard et Fawzi Mahfouz. C'est donc le 4e volume, si vous voulez, de la nouvelle Clio dans ce sens. Alors, je remercie en particulier l'Institut français de Tunisie d'avoir financé le voyage et le séjour du professeur Pierre Guichard, et c'est grâce à lui que j'ai pu, après plusieurs mails, parce que arriver à trouver un créneau pour Pierre Guichard, ça n'a pas été très facile. Mais nous sommes très heureux, je le renouvelle, d'avoir pu justement faire venir Pierre Guichard nous parler de ce livre. Bon. Mais merci Mounira pour cette présentation trop élogieuse comme souvent le sont les présentations. Alors, ce que je voudrais présenter, c'est un livre que vous avez là en exposition et dont vous avez ici la couverture aussi et la 4e de couverture qui présente un peu l'ouvrage. Alors, ce livre, l'image que vous avez sous les yeux n'a rien à voir avec la poterie berbère. Le terme même, bon, là c'est la présentation, là je reprends une présentation, j'en ai fait une autre un peu différente hier au Beit Al-Hikma. Là je reprends un peu la même présentation que j'ai faite à Paris il y a quelques jours, puisqu'on m'avait invité. Donc je reprends une présentation que j'ai faite à Paris il y a quelques jours. Elle est un peu différente, je ne sais pas ce qui valait mieux, celle que j'ai faite hier, j'avais davantage pensé peut-être à une présentation en Tunisie, mais bon, celle-ci, je pense, peut convenir aussi. Bon, le terme même que j'ai mis ici, la poterie berbère, j'ai mis berbère entre guillemets, ça prête à critique éventuelle. Il s'agit d'une poterie rurale qui existe dans de multiples lieux du Maghreb. On peut dire que c'est de tradition berbère, c'est-à-dire de tradition autochtone, pré-arabe, et que ça s'est conservé plutôt dans des zones qui ont conservé ces traditions antérieures à la venue des Arabes dans le nord de l'Afrique. Mais le terme de berbère ici est un peu conventionnel. Il est entendu que c'est des poteries qu'on peut trouver dans des régions qui sont tout à fait arabophones, hein, par exemple la région, la Sahel de Sousse, où on en trouve dans une région qui parle sans doute, qui ne parle plus berbère depuis très longtemps. Inversement, il y a des zones berbérophones, comme les Atlas marocains, où on ne connaît pas cette poterie, actuellement en tout cas. La question, ça pourrait être de savoir si on l'a connue plus anciennement, vraisemblablement, mais on n'a pas suffisamment de travaux archéologiques qui pourraient permettre d'en décider. Alors, l'image, bon, ça pour le titre, l'image, c'est une image qui n'a rien à voir, comme vous le voyez, avec la poterie, cette poterie modelée, féminine. C'est une image, alors ça rejoint ce que a dit tout à l'heure Mounira, c'est que moi j'ai toujours été fasciné par les objets. Et ça, c'est une image que j'ai achetée la première fois où je suis venu au Maghreb, en 1959, à Naba, Bonn alors, et qui est une image, de ces images qui circulaient à cette époque. Je pense qu'elle est peut-être plutôt d'origine tunisienne, probablement, je ne sais pas si on en a fabriqué aussi en Algérie, mais en tout cas, on en a fabriqué beaucoup en Tunisie, et je pense de même que j'avais acheté une petite poterie de Nabeul, c'est vraisemblablement une image venue de Tunisie à cette époque, et que j'ai toujours gardée depuis. Je suis content de la voir. Bon, voilà, simplement pour rejoindre un peu ce qu'a dit tout à l'heure Mounira sur le fait que, et qui explique aussi peut-être un peu ce livre, le fait que j'ai toujours beaucoup aimé les objets. Et
que ce livre est un livre sur des objets et leur place dans les relations humaines. Ma deuxième raison de publier ce livre, ou de diriger ce livre, c'est un contact ancien, depuis justement 59, avec le Maghreb, mais toujours des séjours courts qui ne m'ont pas permis d'avoir une maîtrise suffisante de l'arabe, telle que j'aimerais l'avoir, qui font que ma connaissance du Maghreb, elle est au total, quand même si je suis venu très souvent en Tunisie, au Maroc, et puis un peu moins de temps en Algérie, sauf ce premier séjour de 59, elle est forcément un peu superficielle, un peu limitée à des moments assez courts, mais qui m'ont donné l'occasion d'aller dans les 3 pays du Maghreb et de m'intéresser à des objets qu'on trouve dans les 3 pays. Ce qui m'a peut-être incité à écrire, à diriger, à avoir l'initiative de ce livre. Alors le livre, le voilà, je n'y insiste pas. Les objets, pour y revenir très rapidement, et pour présenter un objet ici qui est un objet tunisien, de ces 2 objets, vous avez d'un côté cette figure blanche, cette figurine blanche, qui est un objet majorquin, c'est des sifflets qu'on fabrique à Majorque et qui sont à rapprocher un peu de ces poteries modelées qu'on trouve dans le monde méditerranéen et de l'autre côté de la mer. C'est fait aussi par les femmes, je crois. Il n'y a pas d'études très approfondies sur ce qu'on appelle des surels. C'était, je crois, des sifflets de berger, un peu, et fabriqués par les femmes, sauf, paraît-il, le sifflet lui-même, que vous avez à la partie basse, non mais il est de l'autre côté, on ne le voit pas de ce côté, et qui, paraît-il, sont faits par les hommes. Mais là aussi, ça c'est l'ancien directeur du musée de Majorque qui m'avait dit ça, j'ai pas d'indication beaucoup plus précise, il n'y a pas d'ouvrage important là-dessus, mais ça me paraît intéressant de rapprocher un petit peu en introduction et en pensant à ces objets variés qui attirent l'attention et que moi j'aime beaucoup. À côté, j'ai mis un cavalier que j'avais acheté donc le premier, j'ai dû l'acheter à Barcelone dans fin des années 60, et l'autre, je l'ai acheté, je crois, en 73 à Sejnan. Donc c'est intéressant, je trouve, de rapprocher. On pourrait trouver d'autres représentations de cavaliers, vernissés par exemple. On en a fait, j'en ai vu dans, justement, je crois, le livre sur Nabeul qui est ici, qui a été fait en Tunisie, en poterie vernissée, mais on en a aussi du côté andalou. On en a par exemple à Almeria, où il y a eu toute une tradition de fabrication de cavaliers, un peu de ce genre, mais en céramique vernissée. Voilà, bon. Alors, toujours pour en venir un peu à ces histoires d'objets, et peut-être sans vouloir trop personnaliser les choses, mais c'est assez difficile d'expliquer pourquoi on a fait un ouvrage sans dire un petit peu, sans raconter un peu sa propre histoire, sans dire... ça, c'est 2 poteries qui m'ont été apportés par un cousin qui faisait son service militaire en Kabylie à la fin de la guerre d'Algérie, donc en 60-62, et qui m'avait apporté 2 poteries. Il m'avait envoyé une lettre, je me rappelle, à cette époque, quand il est arrivé là-bas, puisqu'on écrivait encore des lettres à ce moment-là, et il m'avait dit, ici c'est curieux, il y a dans le village où il était, à Itaï-Saouziane, dans la région, le district, qui était un douar à cette époque, dans l'ancien système colonial, qui s'appelait le douar de Matkas, ou des Matka, le groupe humain qui vit là, c'est un peu au sud de Tizi Ouzou, au sud-ouest de Tizi Ouzou, à 40 km au sud-ouest de Tizi Ouzou, et il me disait donc, c'est curieux, ici, il y a une femme qui fait toute la batterie de cuisine du village, c'est des poteries étranges, intéressantes. Moi, je n'en ai jamais vu, lui non plus, évidemment. Et il m'en avait rapporté 2, qu'il avait acheté là, et que j'ai toujours gardé, et qui sont
d'assez beaux exemplaires de poterie de Kabylie, de poterie de Grande Kabylie, très typique de cette région, cette zone des Matka, avec ses couleurs relativement vives. Quelquefois c'est plus rouge, ici c'est un peu plus marron, mais ces contrastes de brun-rouge, de jaune, qui est le jaune de l'engobe qui recouvre la pièce, et de noir, c'est un jeu de ces trois couleurs essentiellement, mais avec en Grande Kabylie l'utilisation assez abondante du brun rouge qui donne un caractère assez particulier à ces poteries. Et puis elles sont couvertes dans cette région la plupart du temps d'une sorte de vernis qui est obtenu avec une résine qui a l'inconvénient, mais pas dans ce cas-là, mais souvent de jaunir en prenant de l'âge et donc de faire perdre un peu d'éclat à ces pièces. Mais là c'est pas le cas. Elles ont donc, je les ai depuis 60, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, depuis 60, enfin 61, il est resté là-bas entre 61 et 62 pendant un an, pendant plus d'un an avant l'indépendance, et donc ces poteries datent de cette époque et ont gardé toute leur qualité, je crois, esthétique. Alors, c'est pas parce qu'on m'a donné ces poteries il y a 50 ans que j'ai écrit ce livre, mais au fond, peut-être tout de même un petit peu, parce que ces poteries, je les ai toujours gardées, elles me symbolisaient une période de ma vie où j'avais eu l'occasion d'aller en Algérie pendant 2 mois pendant l'été, ça m'avait beaucoup passionné, intéressé, donc elles avaient un sens pour moi, bien que c'est pas moi qui les ai rapportées. J'ai revu de ces poteries après chez des collègues français, universitaires, qui avaient été en Tunisie. 2 essentiellement, Alain Dusselier, qui était professeur à Toulouse, et Jean-Marie Martin, qui enseignait à Paris. Les 2 avaient vécu en Tunisie dans la fin des années 60, et tous les 2 racontaient, dit qu'ils allaient souvent, ils allaient quand ils pouvaient à Sejnan acheter de ces poteries rurales qui étaient déjà très diffusées à l'époque et que les coopérants français appréciaient beaucoup et allaient très volontiers acheter là-bas. Et l'un et l'autre avaient une petite collection de ces poteries que je trouvais belle, qui me fascinait assez dans la continuité au fond de ce que j'avais vu de ces 2 poteries qu'on m'avait rapportées dans les années 60. Avec ces dessins très caractéristiques, vous en avez tous vu, mais c'est encore d'assez beaux plats d'une époque de transition entre, je crois, la poterie vraiment traditionnelle et une production plus pour le tourisme ou pour la vente à l'extérieur, mais d'assez belle qualité. Autre fait qui a peut-être m'a décidé à écrire ce livre, ou à diriger ce livre, puisque je ne l'ai pas entièrement écrit, il y a des parties qui sont des chapitres apportés par d'autres auteurs, le fait qu'à Lyon, où j'étais à l'université, j'ai eu des collègues qui s'intéressaient à l'archéologie, qui s'intéressaient en particulier à la céramique et à la poterie. Je distingue un peu conventionnellement céramique, c'est-à-dire tournée, cuite au four et vernissée, et poterie, c'est-à-dire modelée par les femmes, cuite en air ouverte et peinte. Avec un vernis, mais qui est éventuellement, pas toujours, un vernis qui est à ce moment-là un vernis plutôt tiré de résine végétale. Donc à Lyon, je me suis trouvé avec la possibilité d'accéder à des informations qui pouvaient m'être fournies par des collègues comme André Bazana, dont a parlé tout à l'heure Mounira, avec qui j'ai beaucoup collaboré pour des travaux en Espagne, dans l'Espagne orientale, dans la région de Valence. Il a aussi travaillé sur le Maroc, sur le nord du Maroc, mais je n'ai pas travaillé avec lui sur le nord du Maroc. Et un autre ami,
qui était chercheur, qui était au CNRS, qui était agent technique, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, mais qui faisait du dessin et de la photographie dans le cadre du CNRS, qui était à la maison. Voilà, l'ITEA, merci. Tu connais mieux que moi tous les rouages des organisations universitaires et de recherche françaises. Oui, qui était ITEA au CNRS, c'est-à-dire qu'il était spécialiste, lui, de photographie et de dessin, qui a beaucoup collaboré avec André Bazana et un peu aussi avec moi en Espagne. On a fouillé ensemble, on a depuis très longtemps. Malheureusement, il est décédé depuis, mais il m'a aidé à la préparation de toute la première partie du livre, la première préparation du livre, et il est décédé il y a 1 an et demi à peu près. Mais lui avait fait beaucoup de photos au Maroc, dans le nord du Maroc, dans des recherches menées sous la direction d'André Bazana, ou aussi d'un autre chercheur de la Maison de l'Orient qui était céramologue et qui a beaucoup travaillé aussi avec le Maroc. Donc il y avait une ambiance, si vous voulez, des possibilités d'avoir accès à des sources, à des photos, à des dessins éventuellement, il y en a dans le livre fait par Yves Bourg-Messin, et à des recherches qui étaient les recherches d'André Bazana ou d'autres recherches plus fortement céramologiques à la Maison de l'Orient. Et puis à Lyon, il y a donc aussi un musée, un grand musée qui a été installé, qui a été ouvert, inauguré il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an à peu près, une grosse année, à la fin de 2015, je ne dis pas de bêtises, oui, qui a été inauguré, fin 2014, enfin, je n'ai pas tous les chiffres dans la tête, enfin, il y a quelques mois qu'il a été inauguré, et c'est un grand musée qui a des fonds extrêmement riches, venus de plusieurs origines différentes, dont un ancien musée colonial qui a existé à Lyon, et puis aussi un muséum d'histoire naturelle, et là ont été déposés à la fin du XIXe siècle, surtout et au début du XXe, des poteries amenées par diverses personnes, on en rencontrera quelques exemples, d'origine assez diverses elles-mêmes, dont par exemple, un exemple entre beaucoup d'autres, cette poterie de Timimoun dans le sud algérien, qui sont des poteries, alors si je la mets en présentation à côté de l'autre image, qui est une photographie faite par Yves Bourg-Messin dans le Rif marocain, c'est parce que ça montre bien la différence entre les poteries de l'espace saharien, qui sont des poteries d'influence qui viennent plutôt d'Afrique noire, enfin dont les caractéristiques les rapprochent des poteries d'Afrique noire, des poteries modelées d'Afrique noire, du Sahel, du Sahara, au sud du Sahara, avec ces fonds bombés, alors que les poteries dont je traite dans ce livre sont des poteries à fond plat, qui sont la forme caractéristique de toutes ces poteries des Sahel maghrébins, des zones littorales du Maghreb. Donc vous voyez, et puis c'est assez différent, les décors sont différents, les poteries sahariennes ne sont pas peintes, alors que les poteries maghrébines, enfin du Maghreb sahélien, sont peintes. Bon, c'est des fabrications assez différentes. Simplement, je mets cette image pour rappeler qu'à Lyon, il y avait aussi des fonds de poterie et de céramique aussi au musée des Confluences. Et que l'idée de départ, c'était un petit peu du livre, c'était un peu l'idée de partir d'une étude de ces fonds. En fait, c'est pas ce qui s'est fait parce que les musées, c'est souvent très difficile à pénétrer. En plus, ce musée des Confluences a été créé sur la base du déménagement de fonds anciens, donc c'était difficile d'avoir accès. Et puis même, pratiquement, les poteries du musée des Confluences, je les ai vues une fois. J'ai pu les toucher et les voir une seule fois. Mais j'ai pu travailler sur photos, on m'a donné des photos. Il y
y avait des descriptions déjà faites, et surtout, ce qui m'intéressait, parce que c'est quand même ce qui m'a le plus intéressé dans cette histoire de poterie, il y avait des origines, pas toujours, mais souvent, on en verra quelques, je pense, un ou deux exemples. Autre poterie qui vient de ce musée des Confluences, c'est un beau présentoir à 3 coupes qui a été amené dans les années 20, dans les années 1920, par un administrateur colonial de Kabylie, qui a ramené un petit front de 7 ou 8 poteries. Mais elles sont intéressantes parce qu'il y a des étiquettes qui indiquent leur origine, leur prix. Donc c'est des sources, au fond, qui sont très intéressantes pour un historien. Et en plus, là, c'est un bel objet, esthétiquement, d'assez grande qualité, de ces poteries du centre de la Kabylie, de la grande Kabylie. Autre source d'information, ça a été les collectionneurs. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir contacter plusieurs collectionneurs. Il y en a un qui m'a fourni la première partie du livre, qui est un collectionneur bordelais, pied noir, qui a reconstitué chez lui, qui n'est pas retourné en Algérie depuis les années 60, enfin depuis l'indépendance, mais qui a voulu reconstituer chez lui en quelque sorte son Algérie à lui, en achetant des armes, des poteries, des carreaux. Il a fait tout un travail qui est sur Internet et qui est très intéressant sur les carreaux de revêtement, de décoration des palais d'Algérie, des palais d'époque ottomane en Algérie. Et donc il avait fait aussi dans une revue pied noir qui s'appelle l'Algérianiste 6 articles qui pouvaient se mettre ensemble et constituer une présentation de ces poteries, leur mode de fabrication, leur diversité dans tout l'espace algérien, un peu marocain, mais c'était surtout l'Algérie qui l'intéressait. Donc ça, j'y reviendrai un peu, je le dis, parce que je présenterai des images qui viennent de Jean Couranjou, donc ce collectionneur bordelais, d'autres collectionneurs qui m'ont reçu, quelquefois avec un petit peu de réticence parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ma démarche. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire de ces objets, l'histoire de leur collecte, l'histoire heureuse qui les intéressait, c'est les objets. On va voir le plus possible, en tout cas les plus intéressants, les plus beaux possibles. Il y en a un qui m'a dit, mais moi, l'histoire des objets, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet lui-même. Alors là, bon, c'est une photo qui n'a pas en soi très très grand intérêt esthétiquement parlant, mais c'est une photo faite chez une collectionneuse, qui est une dame qui s'appelait Claude Saïd, une dame qui a enseigné à l'université d'Alger pendant 20 ans pratiquement, entre les années 60, la fin des années 60, entre l'indépendance, je crois, et les années 90, où elle a pu rester là-bas, parce que bon, c'était la décennie noire, mais elle a ramené à ce moment-là une très belle collection de poteries qu'elle a accumulée entre les années 60 et les années 90, et enfin la fin des années 60 je crois, le début des années 90, et elle a beaucoup de choses. Elle a 1500 pièces à peu près, je devrais dire elle avait, puisqu'elle est décédée il y a 3 ans, et alors elle était, là aussi c'est cette histoire qui m'intéresse. Cette dame, elle s'appelle Claude Saïd, mais c'est une dame française de souche, si on peut dire, employer un terme peut-être un peu contestable, qui était mariée à un kurde irakien. Et elle m'avait expliqué que lorsque elle allait en Kabylie avec ses étudiants, elle s'était prise de passion pour cette poterie, elle avait des étudiants kabyles, elle allait en Kabylie avec ses étudiants, et que le fait que son mari était kurde faisait une facilité de contact avec les Kabyles, parce que c'était un peu des minoritaires les uns et les autres. Et qu'ensuite, elle avait accès, bon, il n'y a peut-être pas besoin de tout ça, mais elle ressentait un peu comme ça, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Le fait que son mari était kurde faisait qu'on l'accueillait plus facilement, plus ouvertement en Kabylie, dans les villages kabyles, et elle a écumé, enfin elle a visité beaucoup de villages de Kabylie, et elle a trouvé même certaines poteries, comme certains styles, qui était totalement inconnu avant elle, comme celui que vous avez sur la petite photo de
qui est un style au nord de Bougie, de Béjaïa, qui n'était pas du tout connu avant elle. Bon, je pourrais gloser un petit peu ou en expliquer un peu plus là-dessus, mais on en a la primeur dans ce livre. Ça ne révolutionnera pas la vie du monde, mais et elle m'avait expliqué aussi que cette poterie, elle avait eu de la peine à la voir parce que les gens ne voulaient pas la vendre. C'était une région qui avait eu peu de contacts jusqu'alors et peu d'ouverture, une région très rurale, des zones montagneuses de la petite Kabylie, et c'est un style assez original par rapport à tous les autres styles qu'on connaît, et on avait fini par les lui donner, ce qui est assez fréquent dans la tradition de possession, fabrication et de possession, propriété féminine de ces poteries. Là, c'est chez un autre collectionneur, à Tizi Ouzou, M. Damani, qui possède, alors lui, je crois qu'il ne sait pas combien il y en a, ça doit être de l'ordre de 20 à 30 000. Il a alors lui, on peut dire vraiment écumé les zones rurales de Kabylie. Il en a ramassé, vous en avez une petite idée ici, hein, c'est lui qui est au fond de la pièce, et il a une maison entière qui n'habite pas, parce que c'est inhabitable. Il a des pièces où on a rangé, un peu comme dans un lave-vaisselle, des plats mis les uns contre les autres, des rangées de plats, quelquefois plusieurs rangées superposées, donc la maison est pratiquement inhabitable. Je ne sais pas même comment on peut aller chercher une poterie avec ce système, mais il a une passion pour cette poterie, et il a malheureusement, alors il voudrait les céder à un musée, mais quel musée? D'abord, il n'y a pas de musée pour l'instant à Tizi Ouzou. Il y avait, je crois, un projet de musée en collaboration avec les Chinois, je ne sais pas du tout où ça en est. En tout cas, pour le moment, ces poteries sont chez lui. Il les connaît toutes, mais lui n'a pas publié pour l'instant. Il y a eu quelques articles sur lui dans la revue de la céramique et du verre, par exemple. Il y a eu un bon article sur lui, mais cette énorme accumulation de poteries, je ne sais pas du tout ce qu'elle va devenir. Bon, et puis, vous le verrez, des collectionneurs français, en particulier un collectionneur parisien qui m'a donné toute l'attitude pour photographier les poteries, et qui, lui, alors, a une collection à peu près du même ordre que celle de Madame Saïd, environ 1500 pièces, mais très, très classées, très rangées. Madame Saïd aussi avait, autre collectionneuse française, avait préparé, voulait publier un livre sur ses poteries, mais elle est morte avant. Alors sa fille actuellement, que j'ai vue récemment, voudrait arriver à sortir ce livre. Seulement le livre, il faut encore le terminer. Heureusement, sa fille est dans l'édition et a peut-être plus de moyens qu'en aurait une autre personne que d'arriver au bout de ce livre. Et ça serait vraiment très intéressant qu'il finisse par voir le jour. Et puis, alors il y aurait à faire, évidemment, pour un travail de ce genre, des enquêtes de terrain. Je dois avouer que j'en ai fait très peu. Mon information, elle est quand même majoritairement livresque ou issue de collections publiques ou privées. J'ai eu quelques occasions, finalement une seule occasion, je dois quand même le dire, pour être honnête et objectif, de voir une potière à l'œuvre. C'est à Sejnan, où je suis allé avec un étudiant qu'on avait, une co-direction de thèse qu'on avait avec Mounira, qui a eu la gentillesse de m'emmener à Sejnan, et là, chez Sabia Ayari, qui est une des potières, enfin la potière peut-être la plus connue de Sejnan, et qui fait volontiers des fabrications devant, en présence de gens. J'ai pu faire un petit reportage photographique, mais c'est la seule expérience directe que j'ai de voir une potière en train de travailler. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu. Oui, sur la fabrication même, je n'insisterai pas plus. C'est un des aspects les plus connus de la façon dont on fabrique
ces poteries uniquement avec un modelage manuel. On monte les poteries avec des sortes de boudins d'argile, et puis ensuite on les travaille avec un minimum d'outils. Il n'y en a pratiquement pas d'outils, et en particulier pas d'outils fabriqués. On peut se servir on se sert souvent par exemple d'un morceau de cuir ou d'un morceau de semelle pour racler l'excès d'argile. Et on peut, voyons, on le voit ici sur la photo du bas, on voit bien la potière qui enlève l'excès d'argile et qui lisse aussi un peu sa poterie. Et on la voit dans l'image du haut qui fabrique ce boudin qui va s'ajouter aux autres pour monter progressivement cette poterie. Alors, il y a des aspects que je n'ai pas tellement étudiés dans ce livre parce qu'ils me posent un peu problème. Je sais que c'est des aspects qui intéressent. La question, par exemple, des symboles. Dans les décors de ces poteries, on a souvent voulu voir, ou on a souvent pensé qu'on pouvait voir tout un univers symbolique. Il y a un livre qui est paru là-dessus, qui est un livre d'une dame qui vit en Allemagne, qui est d'origine kabyle, qui a passé de Kabylie en France, puis de France en Allemagne, qui a écrit un livre intéressant. Moi, je sais pas, je suis un petit peu réservé sur l'excès, ce qui me paraît quelquefois un excès de vouloir interpréter symboliquement les signes qui sont sur ces poteries. Mais on peut aussi légitimement tenter de le faire. Il est certain que ces signes sont très anciens, qu'ils ont pu avoir une signification. Dont on a l'impression, c'est que souvent les potières actuelles ne savent pas expliquer, ou elles expliquent un petit peu en fonction de ce que l'interlocuteur, la personne qui demande, qui questionne, recherche. Mais là-dessus, il y aurait des études à faire, sans doute encore plus avant qu'il n'en a été fait. C'est aussi un problème que moi je n'ai pas tellement abordé. J'ai pas tellement voulu aborder parce que je crois que c'est assez problématique justement. Je me fierais relativement à l'idée d'une personne qui a beaucoup étudié ces poteries, qui s'appelle Hélène Balfet, qui est une Française qui a travaillé en Algérie, sur la poterie algérienne, et qui, pour elle la connaissait bien, elle avait travaillé dans les années 50 en Algérie, puis elle a dû interrompre son travail à cause de la guerre, mais elle a quand même beaucoup travaillé avec des potières de grande Kabylie, et pour elle est assez méfiante aussi vis-à-vis du symbolisme qu'on accorde à ces dessins ou à ces décors, et elle dit, mais on n'a pas tellement d'autres témoignages de gens qui aient vraiment approché les potières, travaillé avec les potières. Elle dit, au fond, les potières qui mettent le plus de symboles ou de signes qui peuvent avoir une signification symbolique, ce sont des potières jeunes, dans les régions les plus acculturées, si on peut dire, dans les régions qui ont eu plus de contact avec l'extérieur. Les vieilles potières, dans les régions les plus reculées, les plus montagneuses, font une poterie qui a plus une valeur esthétique et ne leur donne pas de valeur symbolique particulière. Bon, c'est quelque chose sur quoi je prends pas vraiment position parce que il me semble que c'est un peu discuté et qu'on peut se poser le problème. Ça mériterait peut-être d'être étudié davantage, mais on n'a pas tellement d'éléments pour décider. Bon. Alors, les objets sont extrêmement variés. Dans la présentation que j'avais faite hier, j'avais commencé par une présentation d'objets de type assez divers et venant de foyers de production assez divers. Ces foyers de production, ils sont assez
bien connu, enfin bien connu. On peut identifier les portes. Ah, je ne peux pas pointer là non plus. Ah si. Alors, il faut que je revienne à mon... Non, pardon, qu'est-ce que je fais les principaux foyers de production, c'est... on le voit là, si je mets mon... C'est le Rif marocain. Le reste du Maroc ne fabrique pas ce type de poterie, mais tout le Rif marocain ici en fabrique, hein, entre Fès et la mer, en gros, Fès, Taza et la mer. Il y a toute une zone importante ici, dans l'ouest algérien, l'extrême ouest algérien, les monts des Traras, où on a autour de Nedroma et jusqu'à la côte des foyers intéressants. J'en présenterai un exemple tout à l'heure. Il y a toute la région ici de Loire-Senis et les zones côtières, Ténès, ici le massif du Chénois. Toute cette région a une production qui est assez mal connue, par exemple pour Loire-Senis, qui est bien connue, au contraire presque trop bien connue, enfin bien connue pour le massif du Chénois qui est ici à l'ouest d'Alger, à 60 km à l'ouest d'Alger. La grande région de production, celle qui a produit les objets peut-être les plus spectaculaires, les plus remarquables, c'est les Kabylies, hein, les deux Kabylies, la grande et la petite Kabylie, avec des différences très marquées entre esthétiquement les deux Kabylies. Beaucoup de nuances, la vallée de la Soumam ici par exemple, il y a des poteries d'un type assez particulier. Et puis ici, la région de Guelma, où il y a plusieurs foyers assez intéressants qui ont disparu maintenant. L'Aurès, qui est une grande région productrice très mal connue, parce qu'on n'a jamais vraiment ni collecté ni étudié les productions de l'Aurès. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Et puis en Tunisie, beaucoup plus de foyers qu'on pourrait peut-être le penser pour une des régions qui a été la plus déberbérisée, si on peut dire, enfin la plus arabisée du Maghreb, et où on a tout de même encore des foyers importants, dont le plus connu est celui de Sejnan et des Mogotes, des montagnes du nord de la Tunisie, mais il se produit encore des choses, il s'en est produit dans le Cap Bon, il s'en produit encore pas mal dans la dorsale tunisienne, et puis il y a des foyers aussi, il y a un foyer intéressant réduit maintenant à Moknine et un quartier de Moknine, Sidi Naïja, ici, à côté de Sousse. Et puis, dans le sud de la Tunisie, il y a aussi des foyers anciens, je ne sais pas jusqu'à quel point ils persistent encore, puis même autour de Garça, il y a quelques zones de production. Donc, en Tunisie, mais c'est peut-être parce que c'est un peu mieux connu qu'ailleurs, il y en a eu produites beaucoup certainement, il y a encore des productions, et puis il y en a qui sont particulièrement connues, comme celle de Sejnan. Alors, la diversité de ces objets est assez grande. Ici, c'est un dessin de Jean Couranjou, le collectionneur bordelais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a fourni toute une première partie du livre, et qui a eu le mérite de s'intéresser à ces poteries, jusqu'à les dessiner, jusqu'à essayer d'en donner une typologie. Les dessins, et là par exemple, c'est un dessin de Jean Couranjou, c'est ces fameuses lampes de mariage, ce qu'on appelle les lampes de mariage de Kabylie, de grande Kabylie, qui servent qui jouent un rôle dans les rituels de mariage et qui sont un des objets les plus recherchés actuellement. Alors ces lampes, je ne sais pas si on en a, souvent elles sont relativement simples, avec deux becs, mais il y en a qui ont jusqu'à 12, 15, une vingtaine de becs, qui sont des véritables objets d'art, enfin de très beaux objets. On en fabrique encore en Kabylie, mais souvent on les peint avec des couleurs industrielles. Bon, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué. Je n'ai pas accordé tellement d'importance, et peut-être pas assez, je pourrais être critiqué là-dessus, sur la question du vocabulaire qu'on utilise pour désigner ces objets, parce qu'il est très variable, c'est des objets très locaux souvent, et il y a un vocabulaire qui pose un peu problème. J'ai pris cet exemple, on pourrait en prendre d'autres, des termes, hier on en parlait, le mesred, le terme est utilisé en Kabylie et ici,
c'est le même terme. Alors il y a un autre terme que là j'avais laissé parce que l'image est un peu ancienne, je ne savais pas bien s'il fallait dire tibaxine ou tibaxine, je ne sais même plus, j'avoue que je n'ai pas revérifié, j'ai eu la solution en demandant à Salem Chaker, qui est un berbérisant éminent, et je me souviens plus, j'aurais dû corriger mon image, je me souviens plus quelle est la bonne, la bonne graphie. C'est quand il y a 3 présentoirs. Le mesret, c'est quand il y a un seul vase. Le tibaxine ou tibaxine, c'est quand il y a 3. Mais je ne sais pas si le terme, par exemple, est utilisé aussi en Tunisie, où on a aussi des présentoirs à 3 coupes. Je ne sais pas si le terme existe ici. Donc cette question de la terminologie, elle me semble, elle est assez compliquée. Elle mériterait une étude, mais il faudrait être linguiste, il faudrait maîtriser. Ce que je voudrais montrer finalement dans ce livre, entre autres choses, c'est que ces fabrications, ces foyers de fabrication de poterie modelée, où qu'ils soient, Maroc, Algérie, Tunisie, ont réalisé quelquefois, souvent même, de très beaux objets. Et j'aime bien cette image, parce qu'il me semble que pour le montrer, on peut présenter côte à côte une poterie de Kabylie centrale, des Ouadias, c'est-à-dire au sud-est de Tizi Ouzou, entre la crête du Jura et Tizi Ouzou, toute une région qui a été une grande région de fabrication potière, qui a beaucoup fabriqué, même pour l'exportation, à partir de la fin du 19e. Et ça, c'est une poterie qui a été amenée en France en 1930-31 pour la grande exposition coloniale, qui était l'apogée de l'Empire français, et qui est restée maintenant, qui est au musée du Quai Branly. Moins belle que ça si on la voit sur place, parce que la photo la magnifie et lui donne un brillant. C'est la poterie de droite, donc celle qui est marquée avec Terre des Femmes, et la céramique de gauche, la céramique bleue et dorée, c'est ce qu'il y a de ce qu'on a fait de plus beau en céramique dans le royaume nasride de Grenade au XIVe, XVe siècle. C'est les célèbres vases de l'Alhambra, jarres de l'Alhambra. Bon, est-ce qu'on peut dire que la poterie rurale de Kabylie, qui, si on voulait la vendre, se vendrait, j'en sais rien, moi, elle vient du Quai Branly, elle a une histoire, ça pèse aussi, mais on trouverait la même qui ne viendrait pas du Quai Branly, on la vendrait peut-être 2000 €, je ne sais pas, enfin, voilà. L'autre, la poterie du royaume nasride de Grenade, si on voulait la vendre, on trouverait sans problème des émirs du Golfe pour l'acheter à des millions d'euros, certainement sans problème, parce que c'est un objet emblématique, c'est un objet... Bon, est-ce qu'on peut dire que l'un est réellement plus beau que l'autre? Moi, je ne sais pas, évidemment, si on me donnait l'un ou l'autre, je prendrais celui qui vaut des millions d'euros, mais je ne sais pas si esthétiquement, c'est deux objets très différents, alors que c'est des formes et une idée de jarre qui est la même. C'est ça que je trouve assez intéressant. On a deux objets qu'on peut vraiment mettre en parallèle. Cette jarre fabriquée en Kabylie dans les années 30, c'est un très bel objet aussi, mais conçu pour la décoration de façon différente. Oui, alors peut-être que je ne reviens pas trop sur cette question de la production, de la fabrication. Ça aussi, c'est des images de Jean Couranjou, qui figurent dans le livre, et qui sont très pédagogiques et intéressantes. L'autre, c'est une photo que j'avais faite il y a 4-5 ans, 6 ans, je ne sais plus, à côté de Sousse, à la fabrication. On voit très bien ces boudins d'argile qui sont superposés et qu'on unifie ensuite avec le lissage qu'on voit au-dessus et à côté. La cuisson, c'est cette cuisson en air ouverte avec des foyers c'est pas des fours, sauf dans quelques régions. Ça, c'est dans le Rif marocain, une des régions qui produit encore actuellement pas mal d'objets. On
on a le même mode de cuisson ici en Kabylie, hein, ça c'est une photo tirée d'un livre, enfin acheté à un photographe qui a produit un beau livre qui s'appelle Mains éternelles et qui étudie, qui donne de très belles photos des potières, et des potières essentiellement, parce qu'il insiste sur le geste beaucoup plus que sur les objets eux-mêmes, entre Bidère qui est à la frontière algéro-marocaine, et ici Matkas, qui est donc un de ces foyers de production importants de Grande Kabylie. Un point aussi que j'aurais aimé montrer dans ce livre, c'est la diversité de ces objets. Vous avez ici deux objets, alors là c'est tiré d'une collection d'un collectionneur parisien qui possède environ 1500 objets à peu près. L'un c'est un plat de Grande Kabylie, où on voit bien, peut-être un peu exagéré par rapport à beaucoup d'autres objets, un certain colorisme, hein, le rôle du rouge en particulier, des teintes rouges, brun-rouge, qui tirent souvent sur le rouge, avec les contrastes rouge, fond clair et noir. C'est la Grande Kabylie, et l'autre, c'est une petite jarre de Petite Kabylie. Vous voyez que ces deux objets qui sont très différents esthétiquement parlant, on n'est pourtant pas très loin, mais il y a une tradition en Petite Kabylie de ces décors noirs uniquement, qui font jouer uniquement le noir et le blanc du fond, d'un fond très clair. Alors on voyait qu'il y a deux esthétiques très différentes. On pourrait étudier davantage ces différences d'esthétique entre les différentes régions productrices. Là, dans ces poteries qui remontent certainement dans la fabrication, les modes de fabrication remontent au néolithique, remontent à la fin du néolithique, à l'âge du bronze, assez curieusement, les modes de décor de ces époques très anciennes sont assez rares. Hein, ici, c'est les poteries, c'est un exemple dans une collection espagnole, des décors de poterie de ce qu'on appelle l'Oued-Laou. L'Oued-Laou, c'est au sud de Tétouan, et c'est une région qui produit beaucoup, encore aujourd'hui, parce que c'est des productions qui ne sont pas décorées, qui ne sont pas peintes, qui sont décorées quand elles ne sont pas toujours, uniquement avec des impressions qu'on appelle cardiales, c'est fait avec un coquillage. Maintenant, c'est fait avec des roues à pâtisserie, donc ça s'est modernisé quant au type de décor, mais c'est sur une argile rouge de très bonne qualité, très fine, et c'est des poteries qui tiennent très bien au feu. Et au Maroc, ces poteries de cette région, de Oued-Laou, elles sont utilisées un peu dans tout le Maroc, en tout cas dans tout le Maroc du Nord, et on en vend au bord des routes. C'est une des régions, une des zones qui, par la commercialisation assez intensive de ces productions, mais ce qui n'empêche pas que ces productions peuvent être assez belles, c'est le cas de cette jarre, a tenu jusqu'à aujourd'hui et ne disparaîtra probablement pas si vite que ça. Un aspect que j'ai un peu laissé, j'ai pas tellement voulu étudier, j'ai même pas étudié dans l'ouvrage, c'est la question des origines. Et surtout du passage des fabrications originelles qu'on trouve dans mais un très petit nombre de zones archéologiquement explorées, comme ici, les dessins que vous avez, c'est des poteries trouvées à Tidis, en Algérie, un site d'époque romaine et pré-romaine, où on a retrouvé dans des tombes quelques poteries décorées qui sont très proches. Hein. Si on prend une poterie de la même région, on est toujours ici entre l'Aurès et la Petite Kabylie, la jarre que vous avez en photo, elle vient à peu près d'une région qui n'est pas très éloignée, à quelques dizaines de kilomètres, de celle de Tidis, où on a trouvé les poteries que vous avez dessinées, et vous voyez que c'est des décors qui sont assez proches. Mais bon, quant à faire le lien entre les deux, on n'a pas de jalon archéologique qui permettrait de savoir qu'au XIIe siècle ou au IXe siècle, on avait ça. Là, on est entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et l'époque contemporaine, le XIXe ou XXe siècle. Ça, c'est donc quelque chose que je n'ai pas tellement voulu traiter. Alors, un aspect sur lequel j'ai au contraire insisté, parce que c'était plus, je ne voulais pas étudier ces poteries
pour elles-mêmes tellement, c'était plutôt l'intérêt qu'on leur a accordé. Et cet intérêt, il a commencé assez tôt. On a un certain nombre... Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Ça va? C'est pas... il faudra me dire hein, si je dépasse le temps. Combien? 5 minutes. Bon, je vais essayer. Donc ça va pas bien. Alors, ce que j'ai voulu montrer, et ça je pense que c'est un peu la première fois qu'on étudie, si vous voulez, l'originalité de ce livre, c'est peut-être qu'il essaye de prendre l'ensemble du Maghreb, et d'autre part, qu'il essaye de faire un peu l'histoire de la considération, l'absence de considération, qu'on a accordé à ces... Quand est-ce qu'on s'y est intéressé? Pourquoi? Comment? Dans quelle perspective? Un article intéressant, qui est un des premiers articles qui porte un regard sur ces poteries, c'est d'un médecin français qui accompagne en 1851, au milieu 19e, une expédition militaire envoyée en Kabylie. Il y avait eu des accords signés entre les autorités françaises d'Alger, conquise, occupée depuis pas très longtemps, et les chefs kabyles, les djemahas et les chefs kabyles. Et puis, ces accords ont été rompus ou menacés par une insurrection qui a eu lieu dans le sud de la Kabylie, et on est allé, une expédition est partie d'Alger pour aller imposer le respect des accords passés avec la France, les autorités françaises d'Alger, en Kabylie. Il y a eu certainement des pillages, ça c'est incontestable, autrement ce médecin n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, et il revient, il explique dans son article qu'il est revenu d'Alger avec 8 caisses de poterie. Et il s'est intéressé à ces poteries, il les a dessinées, il dit c'est assez étrange dans cette région très sauvage, les gens font des poteries remarquablement de forme très remarquable. Ils s'intéressent plus à la forme qu'au décor. Il dit les décors ils sont un peu barbares, un peu sauvages, mais les formes sont extraordinaires. Alors il a tout un raisonnement qui sera repris ensuite, d'où peuvent venir ces formes. Il dit ça peut être un héritage romain. Donc il y a tout un raisonnement sur l'origine. Son article est intéressant, il fait 4 pages de la revue, là c'est dans l'illustration, oui, je crois que c'est dans l'illustration, 1852, et il a tout un raisonnement, c'est sa découverte de ces objets. L'article est assez intéressant. Et il a pris la peine de dessiner ces objets, il donne leur dimension, il fait un commentaire pour chacun d'entre eux. Certains de ces objets sont des objets qu'on peut encore voir aujourd'hui, comme ces réserves. Celui que vous avez en bas, c'est ce qu'on appelle les akoufis, ikoufan, akoufi, qu'on trouve en Kabylie, qui sont des grosses réserves à figues, à blé. On a encore aujourd'hui exactement les mêmes. C'est intéressant de rapprocher ce dessin d'un akoufi actuel de la Kabylie centrale. Mais ça n'a jamais vraiment été étudié, ça. Un autre article que j'ai eu la chance de le trouver, l'autre était connu mais il était difficile à repérer parce que les références que j'ai trouvées n'étaient pas bonnes. Ici c'est un article qui n'était pas du tout connu, avant que j'en fasse état dans ce livre, d'une dame qui s'appelait c'était une Anglaise, alors mariée à un Français, un médecin français, qui s'appelait le docteur Bodichon. Elle venait passer ses hivers en Algérie. C'est une personne qui est assez connue. Elle s'appelait Barbara Leith Smith Bodichon, donc en ajoutant le nom de son mari. Alors, comment ça se passait dans les conversations à table entre mari et femme, je ne sais pas très bien, parce qu'elle est considérée comme une femme extrêmement ouverte, une féministe, la fondatrice du féminisme anglais, très anti-esclavagiste, et son mari, le docteur Bodichon, donc médecin algérois, est considéré aussi, assez différemment, comme l'un des plus, intégristes de l'idéologie exterminationniste, c'est peut-être trop dire, mais enfin, en tout cas, dire si les Arabes ne se civilisent pas, on les repousse au Sahara. Il a
toute une littérature là-dessus. Il a été remis en honneur par un ouvrage, enfin, remis en honneur, ressorti un peu de l'oubli par une thèse ou en tout cas un ouvrage de quelqu'un qui s'appelle Olivier Lecourt Grand-Maison, qui est ciblé un peu sur les idées de ce docteur Bodichon. Enfin, on a donc deux personnages qui peuvent paraître à première vue, il faudra peut-être réfléchir plus là-dessus, extrêmement différents, en tout cas, qui étaient mariés, et elle a l'occasion, en, je crois, 50, je ne dis pas de bêtises, en 65, c'est-à-dire juste après la soumission politique de la Kabylie, d'aller à Fort National. Maintenant, ce Fort National s'est appelé ensuite Fort Napoléon, qui s'est appelé ensuite, qui a été fondé par les Français en Kabylie, qui s'est appelé ensuite Fort National, puis Larba Naïkiraten. Et elle a donc vu travailler une potière. Et elle s'extasie, elle est très impressionnée, elle dit c'est extraordinaire, le type de poterie qu'ils font. Elle en les dessine aussi, et elle écrit un article qui est très intéressant, où elle insiste, elle évoque le primitivisme, entre guillemets, de ces poteries. Elle dit, mais c'est la naissance de l'art. Et elle s'intéresse plus au décor que le docteur Verdal, dont j'ai parlé tout à l'heure, plus au décor qu'aux formes. Mais elle dit, j'en ai acquis quelques exemplaires qu'elle dessine et qu'elle envoie à une revue anglaise, à un journal anglais qui s'appelait The Art Journal, et qui est publié dans The Art Journal. Et sa réflexion sur ces objets est tout à fait intéressante. Et puis d'autres, ici c'est un militaire français, avant la révolte de la Kabylie en 1870, qui traverse la Kabylie en touriste finalement, et qui évoque des scènes qu'il a vues. Il y a des dessins assez intéressants, et il y a en particulier ce dessin d'objet. Il insiste sur la qualité de la poterie kabyle. Ça, c'est une photo des années 1880 à peu près, d'un personnage intéressant qui était un parent de Napoléon III, le prince Roland Bonaparte, mais qui était resté en France après la chute de l'Empire, du Second Empire, et qui a fait des photos d'anthropologie. Et là, il représente une femme kabyle avec l'objet le plus typique et le plus emblématique de la Kabylie, c'est-à-dire ces grandes jarres servant à porter de l'eau. Ces objets, je rattache un peu ça à ces images d'une certaine popularité de ces objets, bon, très sporadiques, qu'il faut chercher, ça ne remplit pas les pages de la presse, mais on trouve des articles intéressants sur certaines considérations accordées à ces objets, et il y a d'autres preuves, si on peut dire. Ici, c'est un collègue français, arabisant, qui s'appelle François Clément, qui m'a donné cette photo. Il est collectionneur d'objets, et il a cette jarre, qui est une jarre très typique de la région de Nedroma, c'est-à-dire de l'ouest, l'extrême ouest algérien. On en fabrique encore maintenant, et qui porte cette inscription. Le 16 août 1892, j'ai acheté ce vase au marché de la foire à Clermont-Ferrand, et puis il y a un codage, KCZ, je ne sais pas bien, il vaut, et puis malheureusement le prix est codé apparemment, il ne voulait pas qu'on sache, je ne sais pas. Et ensuite il y a quelque chose, je crois que c'est un militaire, colonel, je pense, grand G, quelque chose comme ça, donc un militaire français qui avait peut-être servi en Algérie, et qui à la fin du siècle, à l'extrême fin du 19e siècle, trouve au marché de Clermont-Ferrand une jarre de cette région de l'extrême ouest est-ce qu'il en avait vu là-bas et que ça lui a parlé, qu'il l'a acheté. En tout cas, c'est intéressant de voir que ces objets pouvaient circuler en France à la fin du 19e siècle. Je vais essayer de finir assez vite, autre type d'objet qui est intéressant pour cette époque et qui marque des transformations de ces objets, c'est par exemple ici un objet qui mériterait un commentaire assez long, mais qui manifeste une transformation assez considérable des objets traditionnels. D'un objet qui est fait d'une double bouteille, ce qu'on appelle un double tabucalt, mais sans les becs verseurs,
surmontés par des becs, par des bougeoirs qui rappellent les becs qu'on a vus sur la lampe que je vous ai montré tout à l'heure, cette lampe de mariage. Comme les deux étaient très appréciés des Européens, je pense, c'est un objet fait pour la vente aux Européens, je crois. À l'arrière, on voit mal, et je ne l'avais pas vu d'abord, mais je l'ai vu depuis que l'objet est exposé maintenant au musée des Confluences, il y a une anse qui permet de le porter. C'est donc un bougeoir fabriqué en se servant, en rassemblant les caractéristiques de deux types d'objets traditionnels, un objet nouveau, fabriqué, qui est dans une collection ramenée par un père blanc à Lyon, dans un musée missionnaire à la fin du XIXe siècle, et qui maintenant est au musée des Confluences, au nouveau grand musée lyonnais. Mais c'est un objet intéressant parce qu'il manifeste une transformation de ces objets, parce qu'ils sont vendus, parce qu'ils intéressent, parce qu'on les vend, on peut les vendre en dehors du cadre traditionnel. Ça, c'est la même chose, c'est ces grandes jarres qui, normalement, n'avaient pas de pied, et auxquelles on a ajouté un pied de façon à ce qu'ils puissent être posés en décoration. Et on a produit beaucoup de ces jarres, on a produit assez tardivement, on en a deux ici sur une photo du bureau de Pierre Loti, donc un esthète particulièrement raffiné, mais qui dans son bureau avait mis deux grandes jarres de Kabylie centrale, semblables à celles qu'on vient de voir. C'est celle-ci, là, on a gardé, c'est pas seulement la photo, on a les objets. Et puis là, par exemple, c'est un objet, je crois, intéressant aussi, pour les mêmes raisons, c'est ce même type de jarre, fabriqué, je ne sais pas bien quand, mais qui a été donné par Tao Samrouche, qui était la sœur de Jean Amrouche, qui a été donné à Salem Chaker, un grand berbérisant français, dans les années, elle doit dater, elle est antérieure aux années 70, probablement très sensiblement antérieure aux années 70, elle a été donnée à Salem Chaker, je ne sais plus, dans les années 80, avant la mort de Tao Samrouche, je n'ai plus toutes les dates en tête, mais vous voyez, on a des histoires d'objets qui peuvent être, je crois, très intéressantes. Alors ça peut nous apporter des renseignements sur l'ethnographie, sur les modes de portage de l'eau, par exemple, comme ces deux images, la cuisson du pain, toute la question qui serait intéressante à étudier des enfumoirs à abeilles, hein, pour tout ce qui concerne le sucre, finalement, le principal sucre dans ces sociétés rurales, c'est le miel. Et les enfumoirs, il y en a eu beaucoup, on en a produit beaucoup, on les a très peu conservés dans la collection. C'est une petite collection lyonnaise qui est intéressante. C'est des objets, vous le savez tous, qui sont encore utilisés, pas seulement dans les zones rurales, mais on s'est assez peu intéressé à ces survivances de ces objets. C'est des objets qui quelquefois posent des problèmes intéressants, comme celui-ci, me semble-t-il. Ça, c'est au musée des Confluences de Lyon. C'est un objet qui vient de Lorès, qui a été amené en 1922, dans une condition qui resterait à préciser et qui serait assez difficile à préciser. Il porte une petite étiquette, Douar Rassira au centre de Lorès. Il a été collecté probablement par un personnage qui était un oukaf, c'est-à-dire une sorte de garde champêtre local. Il a été amené à Lyon, je ne sais pas dans quelles circonstances, en tout cas en 1922, et simplement, je crois qu'il faudrait étudier les poteries de Lorès conservées dans des musées, mais il n'y en a pas tellement, il y en a pas mal au Quai Branly, au musée du Quai Branly. On n'a jamais, lorsqu'on a commencé à faire des collectes à l'époque de Germaine Tillon et de Thérèse Rivière, qui ont fait de grosses collectes un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Aurès, elles n'ont jamais rapporté un objet qui ait cette qualité. Cet objet de 1922, il témoigne d'une maîtrise de la pratique potière qui est extrêmement remarquable. Or, après, semble-t-il, c'est quelque chose qui s'est perdu. Alors, on a continué à fabriquer dans l'Aurès des objets plus simples, comme le petit pot qu'on a à droite, le petit vase qu'on a à droite, mais voilà, bon, je termine là-dessus, je pense que j'ai à peu près épuisé mon temps, je m'arrête donc là-dessus, sur quelques questions qu'on peut poser à partir de ces objets.
je n'ai pas osé monter sans les marches parce que je me suis dit, ils vont dire, c'est pas possible, cette dame, elle se prend pour une jeunette. Alors, mais je voudrais vous dire, je suis très contente d'avoir vu aujourd'hui cette présentation de Pierre. Elle ne ressemble pas à celle d'hier, ce qui fait que moi, je me sens très riche de deux présentations très, très, très différentes finalement. Non, mais tu ne les as pas présentées de la même manière, et pas toujours, effectivement. Hier, on faisait plus attention aux différences de couleurs d'un foyer de production à un autre. Alors qu'aujourd'hui, tu as plus accès un peu sur l'histoire. Hein. Et du coup, c'est pour ça que je disais, ça se complète bien. Et vraiment, ce qui est important, je crois, c'est justement de voir cette production rurale, féminine, à usage domestique. Mais en même temps, il y a une parenté, allez, on va dire anthropologique, entre toutes ces régions. Et la carte était vraiment très, très précieuse. Bon, je ne vais pas accaparer la parole, je vais demander aux gens qui ont écouté très sagement cette présentation avec intérêt, je crois, s'ils veulent poser des questions. Waouh! Eh bien justement, j'attends. Vous savez, la particularité, je voudrais rappeler quand même, ça c'est très important, la particularité de notre laboratoire, dès le départ, lorsque nous l'avons fondé, si je puis dire, Radi Darfous et moi-même, ça a été d'associer dans ce laboratoire les historiens et les archéologues, et plus particulièrement tous ceux qui travaillent, qui veulent, qui s'intéressent au patrimoine. Donc, dans ce laboratoire qui a un nom uniquement médiéval, il n'est pas qu'historique. On a voulu, en quelque sorte, réunir en même temps l'ensemble de nos étudiants et donner toujours cette possibilité aux gens qui travaillent sur le patrimoine d'avoir des conférences, des études et bien sûr des journées consacrées au patrimoine tunisien, mais ici maghrébin, puisqu'il y a quelque chose de commun. Alors, je vous ai donné la possibilité de réfléchir. Monsieur. Bonjour, colonel Cheikh Abdelhamid, Association des anciens officiers de l'armée. Donc, je n'ai pas l'habitude d'assister à ce genre de... C'est la deuxième fois que je vous vois, colonel. Oui, c'est pas l'habitude. Une deuxième fois, c'est pas une habitude. L'habitude, c'est des centaines de fois. Donc, j'ai entendu que vos sources d'inspiration sont des dessins, sont des poteries, mais j'attendais que vous parliez de la poterie phénicienne de Carthage qui existe à Carcoin. Non, mais ça n'a rien à voir, monsieur. C'est l'histoire. Ah, attends, réponds-moi. C'est bon. Aussi, tu m'as coupé la parole, madame. Ben non. Et le fil de mes inspirations. Donc, la poterie, là, ça existe depuis 3000 ans en Tunisie. Et c'est une source d'inspiration, parmi les sources. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est autre chose. Aussi, ce qui m'a frappé dans la poterie, vous avez insisté sur la fabrication. Donc, premièrement, j'ai une question. Comment reconnaître une poterie à main de femme ou à main d'homme? Donc, c'est à démontrer. Aussi, ce qui m'a frappé, ce n'est pas la construction. Et vous avez dit que ce sont des boudins qu'on envole. Mais ce qui m'a frappé dans ces poteries, et ce que vous avez présenté, c'est les tableaux, les couleurs. Comment faire, comment les construire, comment reste des centaines d'années sans changer de couleur. Comment on ne peut... C'est sûr, ce sont des plantes, ces choses naturelles. Donc, c'est ça
qui m'a frappé dans la poterie. Aussi, les images, les dessins, les tableaux qu'on trouve sur la poterie, on trouve aussi, j'ai fait une similitude un peu avec ce qu'on voit dans les tatouages, dans les femmes, là, les visages des femmes, dans les mains, dans les pieds. Donc, on les voit dans la poterie. Aussi pour votre ami qui a dit je veux la chose elle-même, je ne veux pas son histoire, je lui dis, moi, la valeur des choses, ça dépend de son histoire. Merci, madame. Il y a beaucoup d'interrogations tout à fait justifiées dans ce que vous dites. Bon, ce qu'on peut répondre très simplement pour la différence entre poterie féminine et poterie masculine et céramique masculine, c'est que les poteries féminines sont faites à la main, sont faites modelées avec ce système sans tour. Il n'y a pas de tour. Or, on voit tout de suite si une poterie est faite au tour ou n'est pas faite au tour. Les poteries masculines sont faites au tour. Et cuites au four, alors que celles-ci ne sont pas cuites dans des fours. Il y a une différence qu'on voit au premier coup d'œil. Ça, là, il n'y a pas aucun problème. Alors les autres questions, remarques que vous faites, ben oui, c'est certain. Là, moi, j'ai pas du tout traité. Moi, je suis, si vous voulez, je suis médiéviste à l'origine. Là, je me suis intéressé à des poteries qui sont d'époque beaucoup plus récente. Celles qu'on connaît, celles que j'ai pu voir, étudier, c'est depuis le milieu du 19e siècle. Avant, on ne sait rien, pratiquement. On n'a pas d'éléments, on n'a pas de source, on n'a rien, ni archéologiquement, ni textuellement, pour connaître ce qu'il pouvait y avoir avant le milieu du 19e siècle. Alors, est-ce qu'on peut relier ces choses-là aux Phéniciens c'était un peu l'exemple de ce médecin français qui voit des poteries pour la première fois en Kabylie et qui dit, bon, ces gens, c'est quand même des régions très sauvages, un peu barbares. Or, ils font des poteries qui sont remarquablement... qui ont des lignes remarquables, ça vient forcément de Rome. Il repart vers une époque beaucoup plus ancienne, parce qu'il n'imagine pas, il ne sait pas comment elles sont faites, il sait pas... donc là, ça serait un peu la même chose que de remonter à la Phénicie pour expliquer ces poteries. Elles sont probablement dans une tradition qui n'est pas ni la Phénicie, ni Rome, ni c'est une tradition autochtone dont les influences reçues pour faire ces poteries à des époques très anciennes, on les connaît très mal. Puis il y avait d'autres... la question des couleurs, mais ces couleurs, elles sont... Alors tout dépend, c'est-à-dire qu'on a certainement utilisé, depuis qu'on fabrique ces poteries, probablement, parce que là on n'en a pas vraiment des preuves, mais des couleurs végétales ou minérales, c'est tout des couleurs naturelles. Ça fait qu'il n'y a que quelques dizaines d'années qu'on utilise éventuellement des couleurs industrielles, mais ces couleurs, elles sont très fragiles. Une poterie de Selnan, si vous mettez pendant 10 ans, vous en servez comme vide-poche, ça disparaît complètement. Et archéologiquement, des poteries de ce genre, elles ne tiennent pas le coup. Elles se délitent, c'est trop fragile. Donc, c'est effectivement quelque chose... voilà. Je ne sais pas si j'ai... les tatouages. Alors, les tatouages, oui, tout à fait d'accord. Les tatouages, ils méritent d'être pris en considération. Bon, on ne peut pas être spécialiste de tout, mais dans le livre, j'ai montré qu'il y a eu des études conjointes des tatouages et des dessins sur les poteries. Il y a eu un spécialiste français, Dr Gobert, qui entre les années 20 et 40 s'est pas mal intéressé à ça. Maintenant, pour trouver des correspondances très précises entre tatouage et poterie, et dessin des poteries, c'est pas toujours très facile. Ça rejoint la question que moi j'ai pas trop abordée de la symbolique. Est-ce qu'il y a des symboles qu'on retrouve dans les tapis, dans les tatouages? Probablement, mais c'est difficile. Il faudrait être symbologiste. Je trouve que très vite on va un peu loin, puis c'est souvent des dessins très simples, des triangles réticulés, qu'on peut faire dans n'importe quelle civilisation ou dans n'importe quelle il n'y a pas forcément un symbole derrière. Mais
c'est des choses à étudier, je suis tout à fait d'accord. Oui. Je voudrais vous remercier pour ce bel hommage aux sources de la vie, aux deux sources de la vie qui sont les femmes, ces femmes maghrébines qui créent depuis la préhistoire, la nuit des temps, et l'hommage aussi pour la terre. Donc les femmes sont source de vie, elles donnent la vie, elles créent, et puis ce travail de la terre. Et je voudrais aussi vous remercier en établissant un parallèle avec ce que vous avez évoqué dans votre exposé, quand vous êtes allé faire des reportages sur les femmes à l'œuvre. Moi, je voudrais vous remercier pour cet exercice d'un historien à l'œuvre. Vous avez, je pense particulièrement à nos étudiants, à nos doctorants, comment, à partir de la poterie, vous avez retracé l'histoire, en fait, du Maghreb depuis l'Antiquité à l'époque contemporaine, pratiquement. Cette pérennité des signes qui retrace, en fait, l'histoire du Maghreb. Voilà. Ah voilà, c'est là. Oui, bon, sûrement, le titre lui-même, Par la main des femmes, évoque ça. Alors je reconnais, on m'a un peu reproché de ne pas avoir assez tenu compte du fait qu'on s'intéresse beaucoup maintenant au genre, à la question du genre. Pas avoir assez, une amie, une excellente amie italienne m'a dit, mais dans ce livre, elle l'a dit même dans un commentaire, on pourrait tirer parti davantage de ces études de genre, montrer comment ça se rattache. Moi je reconnais, et c'est peut-être une faiblesse, que ce n'est pas tellement dans cette perspective que je l'ai fait. J'ai considéré un peu que tout le monde savait que c'était des poteries féminines. C'est pas tellement ce qui m'intéressait. Il me semblait que dans la première partie, Jean Pourangeau montre bien comment les femmes le fabriquent. On sait que c'est très lié à l'intimité du foyer, que ces poteries, il y a des textes intéressants là-dessus, elles appartiennent aux femmes, que même lorsque le mari, on a des récits assez drôles, on a un récit d'un grand ethnologue français, Van Gennep, qui a commencé par travailler sur ses premiers travaux, c'est sur les poteries d'Algérie et en particulier de Kabylie. Et il fait une expédition en Kabylie centrale, et avec l'idée qu'il va ramener des poteries. Et puis il se heurte à ce qu'il considère comme une mauvaise volonté qu'il explique. Il dit mais c'est un peu normal parce que pour refaire leurs objets, il leur faut du temps, alors si on les leur prend, elles les auront plus. Et comment elles feront manger leur... Donc il est très... Mais lui, il se place d'un point de vue scientifique et il veut ramener les objets, et alors il se dispute presque avec des femmes, il obtient l'accord du mari, qui fait pression sur sa femme, il monte le prix, mais il n'y a rien à faire. La femme ne veut pas céder ses poteries. Et il repart un peu dépité, alors il arrive à en récupérer quand même une ou deux, mais le texte est très amusant, et très intéressant, significatif, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui appartient aux femmes. Et j'ai aussi cet ami collectionneur, enfin ce monsieur collectionneur de Paris, qui est devenu un ami, qui m'a expliqué que lui aussi, il a connu ces poteries pendant la guerre d'Algérie. Il s'est passionné pour ça, ça l'a beaucoup intéressé, et dans le village où était son unité, il y avait un commerçant qui avait des poteries il a demandé à les acheter, et le commerçant n'a pas voulu les lui vendre. Il n'a pas bien compris pourquoi, et puis quelques jours après, le commerçant lui a dit « si tu les veux, je te les donne ». Et il a compris qu'il avait fallu qu'il demande l'autorisation à la potière pour le vendre à à ce militaire en particulier. Donc, il y a certainement, effectivement, il y a quelque chose autour des femmes. Mais alors, ce qui fait un peu la difficulté, c'est que c'est pas facile d'accéder à la... Moi, j'ai eu l'occasion d'aller... Une autre tentative que j'ai faite pour aller... j'ai fait une petite tentative en Tunisie. Bon, celle-ci, donc j'ai pu faire un petit reportage photo. J'ai eu l'occasion en Algérie d'aller dans la région du Chénois,
sur la bordure du Chênois. J'aurais aimé voir, mais je ne suis pas entré dans la maison, hein, je n'ai pas pu entrer. C'est le monsieur qui a sorti les poteries pour nous les montrer, on a pu les photographier. J'étais accompagné de toute une escorte policière, il y avait des gens, des policiers du coin qui m'y avaient emmené, mais je ne peux pas voir, je ne peux pas entrer dans la maison. On m'a sorti les poteries, moi j'étais très content de les voir, j'ai vu qu'on en fabriquait là, quel type de poterie on fabriquait, et ça c'est un des grands problèmes. Hein. Hélène Balfet, qui a beaucoup étudié ces poteries, elle a pu le faire parce qu'elle était une femme, et en plus parce qu'elle était en lien avec les Sœurs Blanches de Tizi Ouzou, qui elle-même s'intéressait à la poterie, avait des relations avec les femmes, etc. Il y a un problème là d'accès, c'est pas facile pour un homme d'aller voir. Et à Sousse, j'ai pu aussi voir, un peu fabriqué à Sousse avec Yvon Messin, et les femmes nous ont montré, parce qu'elles étaient dans la rue, elles fabriquaient leur poterie, mais quand c'était l'heure de retour de leur mari, elles nous ont demandé de partir. Abdelhamid, puis après je poserai une question. Il y a quelque chose d'intéressant à voir sur la poterie modée tunisienne. Oui, je tiens à remercier monsieur le professeur Pierre Guichard pour cette présentation, et qui peut surprendre certains, sans doute, pour un médiéviste éminent spécialiste d'Andalus, s'intéresse à la poterie plutôt contemporaine, période contemporaine. Donc ça peut être intriguant. Mais là, c'est un exemple clair qui montre bien que lorsqu'on est curieux, lorsqu'on a la passion et lorsqu'on a la méthode, on peut donner une vision claire des choses. Et c'est une illustration qui peut inspirer plus d'un. D'autres, je veux les remercier également pour le fait de se présenter cette présentation vivante, qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire, généralement, il y a des travaux académiques en céramique, etc. Et c'est une présentation généralement trop académique, de telle sorte qu'on n'arrive pas à suivre et à comprendre l'intérêt finalement de travail. Mais là, il est clair, cette dimension historique montre bien que les choses sont vivantes. Bon, voilà, je passe à la question. D'abord, vous avez évoqué l'histoire de ces objets et de la conception même de l'ouvrage. Mais vous avez peut-être pas trop insisté sur les formes, la typologie. C'est un peu le travail académique que font les autres généralement, où ils s'attardent sur ce volet-là. Et je trouve bien, seulement il y a le décor. Moi j'aurais aimé écouter plus, un développement plus important sur le décor et sur les origines de ce décor. Parce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est les caractéristiques, les spécificités de cette poterie par rapport à ce qu'on trouve en Méditerranée et ailleurs. Comment peut-on distinguer cette céramique berbère ou kabyle ou autre par rapport à d'autres productions en Méditerranée et ailleurs? Moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour tout ce qui concerne le symbolisme, c'est aléatoire et difficile, d'interprétation difficile. Mais finalement, une lecture dans l'historique même de l'Afrique du Nord et voir ce symbolisme, ce choix délibéré de certains motifs décoratifs par rapport à d'autres et qui donnent cette caractéristique, c'est quand même un volet. Et autre chose, c'est les usages. C'est-à-dire, on ne peut pas aborder la poterie sans parler effectivement des usages. Voilà, je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Bon, ce livre, ça n'est pas une encyclopédie de la poterie. C'est plutôt ce que moi j'ai perçu
de ces poteries à partir d'un certain nombre de possibilités d'avoir accès, mais ça représenterait alors ça d'autres ouvrages. Les usages, d'abord, à partir du moment où on approche ces poteries dans des collections, c'est pas très facile. Alors sur les usages, il y a quand même des choses. Le gros travail de Gobert sur la poterie tunisienne, la poterie du paysan tunisien, lui s'intéresse aux usages, encore qu'il pas uniquement. C'est souvent pas très facile, parce qu'à partir du moment où c'est toujours ce problème de la vie de la maison. On n'entre pas dans une maison comme on entre dans une bibliothèque nationale. Il faudrait pouvoir vivre dans une maison pour savoir exactement comment c'est utilisé. Et ça, jamais personne n'a pu le faire. Il faudrait que ce soit des gens de l'intérieur. Donc, il y a d'autres usages. Le portage de l'eau, par exemple, ça c'est bien connu. J'en ai parlé un peu, mais c'était pas. Moi, mon but, c'était justement, c'est pour ça peut-être que c'est relativement vivant, peut-être que j'ai essayé de présenter, c'est parce que moi, c'est pas les poteries, je suis pas passionné des poteries, mais il m'a semblé que c'était un domaine qui avait été assez peu étudié, pour lequel il était intéressant de montrer la généralité de ces objets dans l'ensemble du Maghreb, dans les 3 pays du Maghreb, et qui témoignait quand même, par l'intérêt qu'on leur apportait, de relations, par le fait que souvent c'est des cadeaux qui ont été donnés à des gens, qui les ont ramenés parce qu'on les leur avait donnés, parce qu'ils avaient été acquis d'une certaine façon. Ça témoigne de relations humaines. C'est plus cet aspect-là qui m'intéressait que... alors, la typologie, tout ça, c'est très difficile. Ça serait très difficile parce qu'il faudrait... C'est très peu normalisé. Enfin, il faudrait faire des typologies par lieu, précisément. Poterie vraiment traditionnelle de tel endroit. À partir du moment où on travaille pour une exportation, on invente un peu n'importe quoi. On ne peut plus tellement faire typologie. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout un ouvrage d'archéologie qui serait conçu... en fonction de typologies précises et de... voilà, ça je ne l'ai pas... Bon, mais ce livre a déjà duré 10 ans. Si je voulais qu'il soit publié, enfin pour le faire, si je voulais qu'il soit publié, il fallait quand même... Je ne pouvais pas me lancer dans des tentatives de typologie, puis je ne suis pas archéologue, je ne suis pas ni dessinateur, ni... donc, je suis tout à fait d'accord, hein, il y a les questions de nomenclature, les questions de typologie, les questions, bon, elles ne sont pas dans ce livre, à d'autres de le faire. Un instant, Aïcha, je vais poser une question, après je te donne la parole. Alors, moi, je voudrais revenir sur, tu as appelé ça au début, la poterie berbère. On est d'accord. Le problème, c'est que dans le Gabon que nous avons étudié dans un colloque il y a un mois à peu près, on avait montré d'abord l'importance de la, si tu veux, de la berbérité du Gabon, ne serait-ce que par les toponymes déjà, l'importance aussi de la céramique trouvée dans les chantiers de fouilles dans plusieurs régions du Gabon. Le problème, je voudrais rajouter un truc, c'est que l'année dernière, il y a eu en marge, ou plutôt dans le cadre de la foire annuelle de l'artisanat, une très belle exposition, justement de poterie rurale, féminine, de la région de Nabeul, Corba, enfin ce coin-là. Et elle n'est pas peinte du tout, elle est juste couleur d'argile, couleur beige si vous voulez, et très fonctionnelle. Il y avait vraiment une panoplie d'objets absolument merveilleuse. C'est une collection de l'Office national de l'artisanat qui montre donc qu'il y a une poterie rurale féminine qui ne ressemble pas à ce que vous vient de voir, et pourtant, comme je viens de le dire, elle émane d'une région
considérés comme berbères, ou en tout cas où les traces de la berbérité sont encore importantes, hein, ne serait-ce que par l'étude des toponymes, des sites, etc. Donc, c'est une question que je pose. Hein. D'autre part, alors, Sejnan est devenu, en Tunisie en particulier, un référentiel. Hein, un référentiel de la poterie féminine. Hier, avec une designer qui est venue, qui était très intéressée par ta conférence, on a parlé d'une autre région, qui est Barama. Bon. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Voilà. Barama, oui, je peux en dire, mais un petit mot. Moi, j'ai essayé d'aller à Barama en 2012, à la suite d'un colloque avec Mohamed Hassen qui me ramenait de ce colloque. On a eu déjà de la peine à trouver Barama. C'est pas très facile, hein, on partait du Kef. Bon, on y est arrivé. On a vu une maison où on faisait des poteries. On a photographié les poteries qui séchaient. C'était des poteries très simples, des plats très banals. On a fait cette autre photo, je ne sais pas si elle est quelque part là. Non, peut-être pas. On a fait une autre photo sur la route allant de Siliana, donc c'est tout pas loin de Siliana à Tunis, pas loin, c'était à 4-5 km de Barama. C'était des poteries exposées sur la route, très, très ordinaires aussi, des tabounas, un tabouna, des plats de diverses sortes, brasero, etc., qui étaient certainement fabriqués à Barama. Donc moi, je n'en sais pas beaucoup plus. On a fabriqué à Barama, et hier, quelqu'un en a parlé, je ne sais pas si c'était elle, elle a dit qu'on fabriquait toujours à... Oui, c'est un village. C'est un village, oui, c'est un village. Entre Siliana et... il faudrait avoir la carte pour bien situer. Et c'est un village qui traditionnellement fabrique des poteries. Et fabrique de belles poteries qui étaient diffusées dans toute la Tunisie, ou en tout cas à Tunis, qui ont une finition très particulière. Ça fait des espèces de stries, c'est une très belle couleur rougeâtre. Elles ne sont pas, effectivement, elles ne sont pas décorées, elles ne sont pas peintes, mais elles ont une très jolie couleur, c'est cette belle poterie. Alors j'aurais aimé voir Nosastik, qui a participé au livre, m'avait dit qu'elle essaierait d'aller faire une petite enquête à Barama, puis ça ne s'est pas fait. Donc pour moi, Barama, ça reste un petit peu une interrogation. Foyer connu, où on a fabriqué beaucoup de choses, des espèces de marmites, de jarres, de poteries qui servaient de contenants, y compris à des bonbons, à des choses comme ça. Ça c'est des boutiquiers du souk qui me l'ont dit, j'en avais acheté une. Certaines avaient des formes très élégantes, mais je n'en sais malheureusement pas plus. Je crois qu'il y aurait toute une enquête à faire à Barama pour voir ce qui subsiste, pour voir ce qu'on peut encore trouver comme poterie ancienne, pour voir comment ça fonctionne, comment elles sont vendues. Elles sont vendues à l'extérieur. Mais ce livre, il n'épuise pas le sujet, bien loin de là. Hein. Il faudrait le prolonger, mais qui le fera, je ne sais pas. Merci pour cette prestation absolument admirable. Et je voudrais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite dimanche dernier en allant au Kef, au musée du Kef, qui malheureusement est très mal entretenu. C'est un grand malheur pour notre patrimoine en danger. Et là, je me suis arrêtée pendant X temps en tout ce qui concerne la poterie, qui, évidemment, il n'est pas question de dessin là, mais de forme. Une imagination absolument incroyable de cette poterie venant du Kef. Il y avait toutes les formes possibles imaginoires pour les passoires, les encensoirs, les enfumoirs, les tagines, les réchauds, absolument admirable. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, chaque femme invente sa poterie, chaque femme invente et il y a une imagination ou quelque chose à tirer de là, du point de vue des formes,
Et on est loin justement des symboles, mais on est très près de la terre et de l'usage de ce qu'on va faire de la nourriture, de ce qu'on va faire de la distillation, de ce qu'on va faire au jour le jour, au quotidien. Et ça, j'avoue que ça m'a absolument passionné. Et il faudrait justement revenir dans ces endroits-là pour préserver, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne va plus chercher une passoire trouée, etc. On achètera un objet en plastique ou en métal ou autre chose. Et donc, je mets en garde un petit peu, je ne sais pas, Mouni, là, de ce patrimoine absolument extraordinaire qui est en perte de vitesse, qui est malheureusement le musée du Kef très très mal entretenu. On n'y fait rien. Il n'y a même pas d'indication, il n'y a rien qui est fait. Donc je me suis un petit peu, avec le guide que j'avais, un petit peu essayé de voir un petit peu. Il faudrait faire les catégories, mais j'étais en admiration devant l'imagination des femmes rurales de ce pays, de ce coin de... Donc voilà. Merci à tous. Je voudrais bien remercier M. Guichard pour cet exposé qui nous a beaucoup enrichis. D'abord parce qu'elle a vu en nous l'envie de recherche et aussi l'envie d'être des collectionneurs. Sincèrement, pour moi, j'ai oublié ce côté-là, le côté de poterie. Peut-être mon excuse parce que je vivais avec. Dans notre région, le maître fait partie de notre patrimoine. L'enfant, que ce soit fille ou garçon, à l'âge d'1 an, il lui est offert un maître à l'occasion de l'année légire pour y manger du couscous avec du raisin, kadid, pois chiche et avec poupée en sucre là-dessus. Et après cette fête, le maître est resté au repos jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine. Et la mère, qui a 10 enfants, elle a 10 maîtres sur son plaisantoir. Et le maître est resté dans la maison après le mariage du fille ou du garçon. Donc le départ des enfants et le maître reste et représente le nombre d'enfants à la maison qu'elle possédait la mère avant. Et lorsqu'ils revenaient pour cette occasion, ils mangent dans leur maître depuis qu'il avait 1 an. Et la mère aussi, dès qu'elle a des enfants, elle a aussi le nombre de maîtres chez elle. Et ainsi de suite. C'est la région de Gabon. Voilà, c'est la région rurale du Gabon, région des villages du Gabon. Et moi-même, j'ai perdu cette tradition. Je n'ai pas offert des maîtres à mes enfants parce que je me considérais moderne, pas traditionnelle comme ma mère et ma grand-mère. Ce que je regrette énormément aujourd'hui. Et cet exposé, elle m'a envahi de regrets. Comme aussi, j'ai regretté, parce que cette année, j'ai travaillé avec mes étudiants les objets d'Algérie en France. Exemple, le musée Condé à Chantilly. Ce sont les objets de l'émir Abdelkader lors de la prise de la Smala de 1847. Et on a cherché la piste de tous les objets de l'émir Abdelkader, sauf la poterie. On n'a même pas posé la question, les gens de la Smala, où mettaient leurs grains, où ils mettaient leur eau, et on a négligé la poterie parce qu'on l'a considérée comme si des objets vernaculaires, qui existent par eux-mêmes, pas par l'intervention de l'être humain. Donc, je vous remercie énormément pour cet exposé-là. Merci. Qui viennent d'avoir lieu, elles confirment les deux l'intérêt qu'il y aurait à faire des études très locales, très essayer de voir à tel endroit, comment, ou même dans tel village presque, enfin dans tel foyer de production, ou dans telle zone rurale où on a fabriqué longtemps ces objets, qu'est-ce qu'on fabriquait, comment étaient les objets, quelle pouvait être la des potières, etc. Moi, le KEF, j'ai eu l'occasion d'y aller pour un colloque, c'est toujours pareil, hein, tout ça c'est à la suite de 2 jours à un endroit, un jour à un autre, à l'occasion d'autre chose, d'un parcours universitaire, mais au KEF, effectivement, alors j'ai eu l'occasion d'aller au KEF voir 2 potières
qui travaillaient à Cers, pas loin deux potières professionnelles, qui fabriquent de très belles choses, fabriquent des tabounas, des choses qui sont banales, mais aussi des beaux couscoussiers, de très purs comme ligne, et polis, soigneusement. Il y en a une photo dans le livre, mais j'ai pas pu aller bien plus loin. Et puis j'ai vu, alors au KEF aussi, à la maison de l'artisanat, je suis pas allé au musée parce que... Mais j'ai vu aussi, je ne sais plus dans quel cadre, des poteries qui avaient été faites avec des formes intéressantes, mais c'est pareil, j'ai fait quelques photos, et puis il faudrait pouvoir à chaque endroit contacter, voir les gens, passer plus de temps, mais c'est tout à fait vrai, et dans la région du KEF, il y a encore des zones rurales où on fabrique, où les femmes fabriquent leur poterie, y compris des poteries peintes, c'est beaucoup dire, mais avec des décors très rapides, faits avec une peinture végétale assez sommaire, en étoile. Il y a quelque chose il y a une étude qui est faite actuellement entre les gens qui travaillent à Altiburos, l'équipe tunisienne et des Catalans, qui travaillent aussi là-dessus, un peu ethno-archéologique là-dessus. Je ne sais pas où ça en est. L'un des chercheurs catalans m'a donné une page avec une photo et quelques informations que j'ai mis dans le livre, sous son nom, mais je pense qu'il voulait aller plus loin, je sais pas où ça en est. Hein. Mais partout, je suis tout à fait d'accord, partout il faudrait poser ces mêmes questions, seulement c'est un peu un problème, ça, presque universitaire, qui va faire une thèse, se lancer dans une thèse sur, ou même un mémoire niveau maîtrise, enfin master, sur la poterie de tel endroit, qu'est-ce que ça lui donnera ensuite, qu'est-ce que ça lui apportera de savoir, est-ce qu'on lui tiendra compte, est-ce qu'on lui sera reconnaissant de connaître parfaitement la poterie de tel village du Cap-Bon ou de tel... C'est un petit peu un problème plus général. Oui, mais est-ce que ça lui donnera un poste universitaire? C'est bon? Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Pierre Guichard pour cet ouvrage très intéressant. Oui, je dois dire, je dis quand même que c'est Noir Dara qui m'a amené au KEF, enfin, qui m'a fait voir ces potières de Cers, par exemple. Je l'aurais pas fait si Mourad m'y avait pas amené. Hein. C'est toujours des contacts locaux, des collaborations. Donc, je vous remercie, c'est un plaisir à moi. Donc, je vais intervenir dans la même ligne des idées que M. Abraham Defnine et mon professeur, Mme Chapiteau. Dans votre conclusion, vous avez mis l'accent sur l'intérêt de cet ouvrage, qu'il est unique, qui est presque... C'est un ouvrage qui englobe tout le Maghreb, et presque c'est un ouvrage unique. Cela nous laisse poser quelques questions. Tout d'abord, des questions en rapport avec les concepts. Peut-être vous avez fait le bon choix, je ne sais pas, d'utiliser le terme céramique modelée ou poterie modelée. Parce qu'au début, vous avez présenté une image qui nous parle de la poterie berbère et vous avez dit qu'il s'agit en fait d'une poterie rurale. Dire berbère à partir d'une collection du 19e et 20e siècle, cela pose le problème de la survivance des traditions berbères. Où sont les Arabes? Est-ce qu'ils ne sont pas des mains arabes? Donc, dire rural, parce que cette poterie, de nos jours, elle n'est pas fabriquée uniquement dans les zones rurales. Il y en a aussi des fabrications dans les villes de cette poterie modelée. L'exemple de Cers et ailleurs. Donc, je crois que, à mon avis, le terme poterie berbère et rurale
pose quelques nuances et laisse quelques réflexions. L'autre question, c'est en rapport avec le cadre géographique. À partir de la carte que vous avez présentée, les régions sur lesquelles vous avez travaillé, ce sont essentiellement des régions côtières, exception faite pour la Tunisie. Peut-être vous avez l'occasion de visiter le sud tunisien et d'avoir des collections du sud. Cela laisse aussi poser la question sur les divergences entre les régions du nord, les régions côtières et les régions de l'intérieur du Maghreb. Et est-ce qu'à partir de cette collection des régions côtières, nous pouvons dire qu'il y a des traits communs où il y a des divergences entre les trois pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Dernière question que je voudrais parler, sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la question du Duport. Je ne veux pas parler de la typologie de ces objets que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé. La question du Duport, le monsieur au départ avait parlé du tatouage, etc., etc. Il y en a des décors géométriques, des décors floraux, etc., etc. Donc, ce décor-là, est-ce qu'il est vraiment un décor spécifique au berbère? Voilà, je vous remercie. Ben, l'utilisation du terme berbère, je l'ai dit au début, je l'ai mis entre guillemets, il est critiquable, et puis il ne figure pas particulièrement dans le titre du livre. J'avais mis ça par commodité un petit peu, simplement dans le sens que c'est quand même une poterie autochtone, si on peut dire. Elle n'a pas été amenée de l'extérieur par aucune des deux occupations, enfin venues arabes au Maghreb. Et les Arabes, quand ils sont venus, ils l'ont trouvée sur place. Alors elle remonte à quand? Ben si, on le sait à peu près, quoi. Elle remonte à je ne sais plus combien, 3000, enfin, enfin, à la fin de, je ne suis pas antiquisant, je ne suis pas préhistorien, à l'époque, à l'âge du bronze, au néolithique et à l'âge du bronze. Comment elle s'est maintenue après? C'est tout à. Il y a le travail de Véronique Fayolle sur la poterie tunisienne qui est très intéressant, où elle essaye de comparer systématiquement, de comparer les formes de la poterie actuelle avec les formes des poteries trouvées dans les sépultures, mais surtout dans les sites algériens. Donc il y a peut-être un peu une discordance géographique, mais son livre est tout à fait intéressant pour la Tunisie. Bon, je crois que tout ça c'est à faire, et le terme même, les termes à adopter, peut-être qu'effectivement le terme de poterie rurale, et vous le dites, maintenant elle n'est plus forcément rurale. Quand on est allé à Cers, Cers, ça n'était pas très urbain il y a 30 ou 40 ans. Ces personnes, si j'ai bien compris, elles n'étaient pas même de Cers, elles venaient. Je me souviens plus bien, il faudrait à chaque fois avoir le temps de faire des interviews très approfondies, de savoir exactement comment. Donc, je ne tiens pas du tout au terme de berbère, je sais même qu'il est un peu problématique. Rural pose aussi quelques problèmes. C'est vrai que rural contraste mieux avec la poterie, avec la céramique urbaine qui a été faite. Donc, bon, je suis bien d'accord. Alors la question des décors, il présente une telle variété que entre ce que vous avez là et puis l'enfumoir que j'ai montré tout à l'heure, ces deux zones du Rif, ces deux zones tribales avec une caractérisation tribale assez marquée dans le Rif. Pourquoi telle tribu rifène a adopté ces gros points avec des lignes assez colorées, et puis telle autre tribu adopte plutôt ces décors géométriques? Alors ça, je crois que
on peut poser des questions, mais là aussi, il faudrait des recherches archéologiques et qui risqueraient d'être sans beaucoup de résultats, parce qu'encore une fois, cette poterie est très fragile et qu'elle ne se conserve pas très rarement, très difficilement. Il faut des conditions de conservation exceptionnellement favorables pour qu'elle ait pu se garder. Donc, je pense qu'il y a des tas de problèmes à poser, mais souvent c'est très difficile de... Je ne sais plus si... oui, c'était la question... Et alors, est-ce qu'il y a des différences entre intérieur et... Bon, c'est vrai que la poterie de Lorès, par exemple, est très particulière. Hein, elle est très intérieure au sens où elle garde beaucoup plus de références, l'impression qu'on a de références à des poteries remontant très loin dans le temps, beaucoup plus que les forts à Sejnan. Bon, on pense plus au néolithique quand on voit les poteries de Sejnan, tandis que quand on voit celles de Lorès, on y pense. Mais c'est un peu des impressions, c'est un peu des... Merci. Juste une petite question sur le livre lui-même. Comment on peut le consulter ou l'acheter? C'est tout. Bonne question, à laquelle moi j'ai... Ah bon? Effectivement, à Madame Jebès de la librairie l'exemplaire qui est entre les mains de Marie Lumière. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Donc on peut le... La sortie sera très surveillée. Non, je suis bien d'accord, c'est un problème, mais alors ça c'est un problème qui échappe à l'auteur, au directeur de l'ouvrage, parce que ça dépend des diffuseurs, ça dépend des éditeurs. En France même, j'ai eu la plus grande peine à obtenir que la FNAC de Lyon ait ce livre. Il a fallu 3 mois pratiquement de négociations, pas intenses, n'exagérons rien, mais enfin d'aller-venue entre la FNAC et la Maison de l'Orient de Lyon qui a publié le livre, pour qu'il y avait une histoire de fiches de diffuseurs, de fiches qu'il leur fallait. Enfin, ça a été la croix et la bannière. Et il n'est pas non plus ni au musée du Quai Branly, ni à l'IMA, ni à l'Institut Monde Arabe, parce qu'il ne figure pas encore sur le site, je ne sais pas comment on appelle ça, Electre, qui est le site sur lequel on trouve le diffuseur qui est de Bocard, un éditeur d'ouvrages plutôt archéologiques, a oublié de le mettre. Un an après, il y a eu un dysfonctionnement, nous ont-ils dit, et je suis encore passé il y a quelques jours à Paris, à l'Institut Monde Arabe et au musée du Quai Branly, ils ne l'ont pas. Ils l'ont acheté au musée du Quai Branly pour la bibliothèque, mais ils doivent l'avoir aussi à la bibliothèque, mais à la librairie, pour en vente, ils ne l'ont pas. Ce qui m'a un peu consterné, mais bon, c'est une espèce de... Ça, au fond... Malheureusement, ce livre, il n'intéresse pas grand monde. Sauf celui qui l'a fait, quelques personnes... Non, mais c'est pas... Qui ont beaucoup d'images, qui sont chères. Oui, il y a ça. Il est publié par la Maison de l'Orient. C'est pas les puces, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas les maisons qui vendent vraiment les... Donc le livre reste cher. Il ne peut être acheté que par des bibliothèques ou par des personnes qui sont particulièrement intéressées dans ce domaine. Bon, vous savez, j'ai rapporté un livre là, qui est magnifique, sur les potiers de la Beuve, donc poterie tournée, monsieur, par le motif. Eh bien, ce livre, c'est pareil. Il a été offert par l'auteur à l'association de sauvegarde de la Médina de Neveu. Point final. C'est-à-dire que nous, il faudrait aussi, c'est pareil, vu le prix, vu aussi la maison d'édition. C'est une maison d'édition en Suisse qui n'est pas réellement accessible sur le marché. Voilà. Ça, c'est le problème des livres d'art, d'une manière générale. Je l'ai commandé à Madame Jebès. À la librairie. Alors, ce que je peux simplement dire, c'est que moi, j'ai pu en faire envoyer quelques exemplaires donc à Mounira, à Mohamed Hassen, qui m'avait dit qu'il pourrait faire un compte rendu. Il y en a un exemplaire que j'ai fait envoyer à Ibla.
Donc on peut le consulter, en tout cas, pour le moment, à l'Institut français, je ne sais pas. Je crois qu'il m'avait dit qu'il l'achèterait, qu'il le ferait venir à la bibliothèque de l'Institut français. C'est possible qu'il y soit. Je suis sûr qu'il y en a un exemplaire à Ibla, à la bibliothèque de Ibla.